Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice sur la scintigraphie thyroïdienne. Alors, la thyroïde est une glande située dans la région cervicale antérieure, appliquée contre le larynx et la partie supérieure de la trachée. La fonction principale de cette glande est la sécrétion des hormones thyroïdiennes à partir de l'iode alimentaire qui se fixe temporairement sur cette glande. Donc c'est l'iode que l'on ingère lorsque l'on mange des aliments qui va permettre de fabriquer l'hormone nécessaire. De petite taille, pesant entre 15 et 25 grammes chez l'adulte et mesurant environ 4 cm en largeur et 3 cm en hauteur, elle n'est normalement pas ou à peine palpable. Mais elle peut s'hypertrophier, soit de manière plus ou moins diffuse et homogène, soit de manière localisée avec la formation de nodules. Ces nodules peuvent être principalement de deux sortes, hypofixants ou hyperfixants. Ils sont dits hypofixants s'ils fixent peu d'iode par rapport au reste de la thyroïde. Inversement, ils sont dits hyperfixants s'ils fixent plus d'iode que le reste de la thyroïde. Une petite idée voilà, sur le schéma, une thyroïde normale, et puis un nodule qui est en fait une cellule qui peut être qui dégénère, qui se forme, qui n'est donc pas présente de façon normale. Alors ça peut virer en tumeur bénigne ou maligne. Ça peut être les deux. Alors ce sont ces fameux nodules qu'il faut déceler pour traiter le patient si nécessaire. Ceci est réalisé à l'aide de traceurs radioactifs, des isotopes, l'iode 123 et l'iode 131, de constantes radioactives respectivement de donc lambda égale 1,459 10-5 secondes moins 1 et le lambda de l'iode 131 1,001 10-6 secondes moins 1. Ces isotopes sont en effet des émetteurs de rayons gamma pouvant être détectés par un appareil de mesure qu'on appelle détecteur à scintillation, ce qu'on appelle une gamma caméra aussi. La condition pour que l'appareil de mesure utilisé ici compte les rayons gamma est que ceci ait une énergie supérieure à 20 électronvolts. Il en résulte alors une image reconstituée de l'organe étudié, sur laquelle les zones foncées représentent les zones de l'organe fortement émettrices en rayons gamma. La scintigraphie est donc une sorte de photographie. Lorsque l'analyse est pressée, on préfère utiliser l'isotope 123 qui nécessite un temps de pause de l'ordre du quart d'heure. Il suffit d'un quart d'heure pour qu'il soit fixé sur l'organisme. On injecte alors au patient une dose de cet iode 123 d'activité 7 mégabecquerels, contenu dans une solution d'iodure de sodium, NaI, où l'iode est le traceur radioactif, donc la substance radioactive. On laisse alors l'iode se fixer, soit environ 4 heures, temps au bout duquel on réalise la scintigraphie. Donc 4 heures après, on peut faire la scintigraphie. Alors, quelques questions. L'isotope 123 est préparé par réaction nucléaire entre un deutérium de haute énergie et du tellure. Écrire l'équation correspondante, préciser les lois de conservation utilisées et le nom de la particule émise. Donc, on nous demande dans un premier temps d'écrire l'équation qui correspond à la préparation de l'iode. Donc, on sait qu'il est réalisé à partir de deutérium. Donc, le deutérium, son symbole, c'est celui-là. Il réagit avec le tellure. Puisque c'est suggéré par l'énoncé. Ça va nous donner l'iode 123. L'iode 123 est en position 53 dans le tableau. Donc ici, on a la conservation du nombre de charges, c'est-à-dire du nombre de protons, puisque les protons sont chargés. 51 plus 1 fait 53. Et ici, on a 122 plus 2, ce qui fait 124. Et là, on a déjà 123, donc il manque une charge. Là, il n'en manque pas. C'est donc un neutron qui est éjecté. Donc la particule, c'est le neutron. Donc lors de cette réaction nucléaire, il y a éjection d'un neutron. Alors les lois qui sont utilisées sont les lois de conservation, donc ce qu'on appelle les lois de Soddy, et qui traduisent donc la conservation
du nombre de nucléons et de la charge électrique. Donc la conservation du nombre de nucléons, c'est celle-ci, qui est égale à ça plus ça. Hein. Et la conservation de la charge, c'est le nombre de protons, c'est celle-là. 52 plus 1 est bien égal à 53 plus 0. Donc conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge électrique. Donc voilà pour cette première question. Question B. Calculer le temps de demi-vie des isotopes. Rappelons que le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel l'activité initiale d'une substance radioactive a été divisée par 2. Alors, ce temps de demi-vie, d'après le cours, c'est ln de 2 sur lambda. Donc on va appliquer cette relation pour l'iode 123 et pour l'iode 131. En faisant bien attention par contre d'avoir la constante radioactive en seconde moins 1. Donc elle est donnée dans l'énoncé, hein, elle est rappelée. Alors on va la vérifier. Donc elles sont ici, elles sont bien en seconde moins 1. Les fameuses constantes. Hein. Donc on les trouve là. Et là. Donc on va faire deux fois le calcul. Donc le T1,5 pour l'iode 123. Donc c'est ln de 2 sur le lambda, c'est-à-dire 1,459 10-5. Donc on trouve 4,751 10 puissance 4 secondes. Alors on peut faire une conversion hein, en heures, ça fait à peu près 13 heures, plus de 13 heures. 13 heures et 12 minutes à peu près. Et puis on fait exactement la même chose pour l'iode 131. On applique la même relation, ln de 2 sur le lambda qui vaut 1,001 fois 10 puissance moins 6. Bien évidemment, on trouve un nombre plus grand. Donc 6,925 fois 10 puissance 5 secondes. Ce qui va nous faire plus de 8 jours. 8 jours et quelques. Donc on voit bien que quel peut être alors l'avantage d'utiliser l'iode 123. Pourquoi on va préférer cet isotope-là? Eh bien parce qu'il restera radioactif dans l'organisme beaucoup moins longtemps que celui-là. Ça c'est de l'ordre de la journée, alors que là, on sera de l'ordre de la semaine. Donc évidemment, il vaut mieux que la substance reste radioactive pendant la durée de l'examen, bien évidemment. Un isotope qui aurait une durée de vie trop courte, ce ne serait pas avantageux non plus. Quelques secondes ou centièmes de seconde, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais là, quelques heures, c'est parfait. Ça permet de faire l'examen. Et ensuite, il s'élimine, on va dire, au bout de quelques heures, voire une ou deux journées. Donc l'intérêt, donc temps de demi-vie beaucoup plus court. Il disparaît donc plus vite, donc avec l'iode 123 évidemment. Il disparaît beaucoup plus vite de l'organisme après l'examen. Donc attention, hein, ne pas croire que l'iode disparaît au bout de 13 heures. Non, c'est la moitié des substances radioactives. Donc au bout de 13 heures, la moitié de la substance radioactive ingérée a complètement disparu. Donc pour qu'il ait complètement disparu, il faut attendre encore plus longtemps. Hein. Là, c'est la moitié uniquement.
Par contre, plusieurs jours, là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a une substance radioactive. Donc, c'est plutôt à proscrire. Donc, celui-là, il est quand même beaucoup plus intéressant pour l'examen. Ensuite, deuxième partie. Administration de l'ode à l'ensemble de patients. L'hôpital commande un flacon de solution NaI avec de l'iode 123 pour l'utiliser sur plusieurs patients. Pour des raisons pratiques, les injections sont effectuées toutes les 30 minutes. La première injection a lieu à 9 h du matin. Juste après cette injection, l'activité du flacon de l'hôpital est de 28,5 mégabecquerels. Donc on a finalement l'activité initiale. À chaque injection, on prélève une dose d'activité égale à 7 mégabecquerels. Première question, donc ça c'est très important. Hein. Donc ça c'est à 9 h le matin. Et à chaque injection, on prélève une dose de 7 mégabecquerels. Première question, quelle est l'activité de la solution restant dans le flacon juste après l'injection supposée instantanée au premier patient? Eh bien, comme l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs, si on prélève des noyaux radioactifs du flacon, eh bien l'activité va diminuer de la dose prélevée. Donc, l'activité à 9 h, au départ, point de départ, c'est l'activité de départ, c'est-à-dire les 28,5 mégabecquerels, moins ce qu'on a prélevé dans la première dose, là, c'est-à-dire moins 7, ce qui va nous faire 21,5 mégabecquerels. Après l'injection au premier patient. Donc, après injection au premier patient. Voilà pour cette question. Question B. Calculer la valeur d'exponentielle moins lambda delta t. Donc qu'est-ce que c'est que... évidemment, cette partie-là, c'est une partie de la loi de décroissance radioactive. Donc on va calculer l'exponentielle de moins lambda delta t, avec delta t qui vaut 30 minutes. Il faut faire attention de convertir ces minutes en secondes. Donc ça va faire exponentielle de moins. Le lambda, on le connaît. C'est 1,459 10-5. Ça, c'est la constante radioactive, fois les 30 minutes en secondes, donc 30 fois 60. Ça nous fait 0,974. En déduire l'activité du flacon à 9 h 30, juste avant injection au second patient. Donc l'activité à 9 h 30. Elle va suivre, bien évidemment, la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire A0 exponentielle moins lambda t, puisque rappelons que le nombre de noyaux, c'est un N0 exponentielle moins lambda t. L'activité, elle est proportionnelle au nombre de noyaux. Donc voilà ce que c'est l'activité. Hein. Et en général, ce terme-là, on l'appelle A0. Donc l'activité en fonction du temps, A de t, hein, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Notre A0, c'est l'activité initiale, on a commencé à 9 h. Donc finalement, notre A0, c'est 21,5. Et le terme en exponentielle, on vient de le calculer. Donc on peut calculer l'activité à 9 h 30. Il suffit de remplacer, on a à peu près 20,9 mégabecquerels. Donc ça, c'est avant l'injection au second patient. Puisque c'est ce qu'on nous demandait, hein, avant l'injection au second patient. Question C. Les injections suivantes ont lieu toutes les demi-heures. Combien de patients pourront alors recevoir la dose nécessaire, 7 mégabecquerels, à la réalisation d'une scintigraphie?
Donc je vais poursuivre ici, donc il faut bien retenir la valeur. Hein. Alors, question C. Après injection second patient, donc on avait fait avant, hein, eh bien l'activité c'est comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est l'activité qu'on a initialement avant l'injection, donc 20,9 cette fois-ci, ce qu'on vient de trouver, moins, eh bien à chaque injection on prélève une dose de 7 mégabecquerels, donc moins 7. Ce qui nous fait donc 13,9 mégabecquerels. Ensuite il s'écoule 30 minutes, donc il s'écoule 30 minutes. Bien évidemment, l'activité décroît, l'activité baisse. On peut donc calculer l'activité à 10 heures. Eh bien, l'activité à 10 heures, c'est l'activité de 9h30 exponentielle moins lambda t. Le temps étant toujours les 30 minutes en secondes. Donc cette exponentielle ne change pas. Elle vaut toujours 0,974. Et l'activité de 9h30, eh bien l'activité de 9h30, c'est les 13,9. On voit que ça forme une suite. Hein. Donc on arrive à 13,6 mégabecquerels avant la troisième injection. Au troisième patient. Après cette injection, et bien là encore, on reprend le raisonnement. Après la troisième injection, l'activité elle vaut 13,6 moins 7. Ce qui fait 6,6 mégabecquerels. Et là, eh bien, on se rend compte que ce 6,6, il est inférieur aux 7 mégabecquerels qu'on prend à chaque injection. Donc on ne pourra plus en faire à partir de ce moment-là. Impossible de traiter un quatrième patient. Donc au final, combien on a pu recevoir, combien de patients ont pu recevoir cette dose? Eh bien on a 3 patients. On ne peut pas avoir plus que 3 patients qui vont recevoir cette dose. Voilà pour cette partie. Alors, partie suivante. Précaution et analyse des images obtenues. Donc petit a, quel est le nombre de noyaux radioactifs N0 injectés à chaque patient? Donc comme on l'avait évoqué tout à l'heure, eh bien A0, l'activité initiale, elle est proportionnelle via cette constante de radioactivité au nombre de noyaux initial. Donc finalement, N0, c'est A0 sur lambda. On connaît bien évidemment A0. Donc c'est 7 méga, les 7 mégabecquerels, donc 7 fois 10 puissance 6, puisqu'il faut quand même convertir les mégas en becquerels. Donc 7 10 puissance 6 sur la constante radioactive, 1,459 10 puissance moins 5. On fait le calcul, on trouve 4,80 10 puissance 11 noyaux. Donc voilà pour N0. Donc ça, ce sont les noyaux injectés à chaque patient. Les noyaux radioactifs injectés à chaque patient.
Question B. Il est courant de réaliser une deuxième injection au patient afin de vérifier que le traitement était efficace. On estime qu'entre 2 injections à un patient, il doit s'écouler environ 6 semaines afin que la première n'influence pas la scintigraphie de la deuxième. Montrez que la première injection n'a alors aucune influence sur la scintigraphie qui suit la deuxième injection. Alors pour ce faire, on va calculer l'activité à 6 semaines. Donc pour calculer l'activité à 6 semaines, c'est toujours une équation type A0 exponentielle moins lambda t. Mais par contre, il faut prendre t avec t qui vaut 6 semaines. Alors ces 6 semaines, bien évidemment, il va falloir les mettre en secondes. C'est-à-dire 6 fois 7 jours, 24 heures, 3600 secondes. Donc on peut calculer t, donc on trouve voilà la conversion de la semaine en secondes, et évidemment notre A0 il vaut 7 mégabecquerels. Attention à méga, tout dépend si on veut laisser des mégabecquerels. Donc on peut faire le calcul. Donc l'activité à 6 semaines, donc pour la première dose, c'est donc A0, si on laisse en mégabecquerel, je vais mettre en becquerel, allez, exponentielle, moins lambda. Le lambda c'est toujours 1,459, 10 puissance moins 5, donc que multiplie donc les 6 semaines converties en secondes. Et bien quand on calcule ce terme là, on a quelque chose d'extrêmement petit, de l'ordre de 10 puissance moins 23, quasi nul. Autrement dit, l'activité résiduelle après 6 semaines, elle est négligeable par rapport au nouveau produit injecté, puisque ça c'est l'activité de la première dose. Donc à 6 semaines, on peut considérer que finalement la première injection et donc le premier traceur radioactif qu'on avait utilisé a pratiquement entièrement disparu de l'organisme. Donc on peut bien en faire une deuxième. La deuxième injection n'aura pas d'interférence avec la première. Enfin, dernière partie, on nous dit la scintigraphie permet d'obtenir les images ci-dessous. On y trouve notamment une thyroïde comportant un nodule, puis cette thyroïde après traitement. S'agit-il d'un nodule hyperfixant ou hypofixant? Eh bien, on voit que dans cette scintigraphie avant traitement, elle montre une thyroïde qui est toute noire avec une petite tache blanche. On voit qu'ici, dans cette zone, il y a une petite tache blanche. Or, les zones noires indiquent la présence d'iode radioactif. Donc, dès qu'il y a une zone noire, c'est de l'iode radioactif. Et par contre, la zone blanche, ça montre l'absence d'iode à cet endroit. Donc, dans cette zone-là, il n'y a pas d'iode à cet endroit. Donc, on avait un nodule hypofixant, d'après la définition qui nous avait été donnée dans le texte introductif. On peut vérifier, si on relit le texte introductif, les nodules sont dits hypofixants s'ils fixent peu d'iode par rapport au reste de la thyroïde. Donc on voit que dans la zone blanche, on fixe peu d'iode, donc c'est normal que la zone soit blanche. Donc là, il y avait un nodule hypofixant. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.